Ma femme a insisté pour être mère porteuse pour sa sœur. Mon corps, mon choix, a-t-elle dit. Je l'avais prévenue que cela nous détruirait. Maintenant elle supplie, mais j'en ai fini. Ce n'est pas mon bébé, ce n'est pas mon problème. J'ai 32 ans et je suis responsable des opérations dans une entreprise de logistique de taille moyenne au Michigan. Rien d'extraordinaire, mais avec un salaire stable et de bons avantages. Je travaille pour la même entreprise. Depuis 8 ans maintenant. J'ai commencé en bas de l'échelle, à charger des camions à 5 heures du matin dans l'entrepôt. Le travail n'est pas passionnant. Je gère principalement les horaires d'expédition, les contrats avec les fournisseurs, et la résolution des problèmes urgents lorsque les livraisons tournent mal. Mais ça paie les factures et me permet de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai commencé à gagner 15 $ de l'heure et maintenant je gagne environ 85 000 $ par an. Je ne suis pas riche, mais je vis confortablement. Mes jours à l'entrepôt m'ont beaucoup appris sur le travail acharné et la responsabilité. Si vous gâchez une expédition, les camions sont à l'arrêt, ce qui coûte à l'entreprise des milliers de dollars par heure. On apprend très vite à tout vérifier, à communiquer clairement et à assumer ses erreurs. Ces leçons sont restées avec moi à mesure que je montais les échelons. Mon patron m'a promu. Parce que j'étais fiable. J'étais toujours à l'heure, je ne cherchais pas d'excuses et je résolvais les problèmes au lieu d'en créer. J'ai épousé ma femme Rachel, une femme de 30 ans. Il y a 6 ans après 2 ans de fréquentation. Nous avons eu 3 enfants. Ensemble, une fille de 5 ans nommée Emma et des jumeaux, Jacques et Lucas, qui viennent d'avoir 3 ans. La vie était belle, du moins c'est ce que je pensais. Nous vivions dans une maison de banlieue standard avec un prêt hypothécaire que je pouvais réellement me permettre. Nous conduisions des voitures sensées qui étaient déjà payées et nous avions une routine qui fonctionnait. Rien d'extraordinaire, juste une vie de famille normale que j'appréciais sincèrement. Notre maison était un ranch de 3 chambres construit dans les années 1980. Elle avait besoin de quelques réparations lorsque nous l'avons achetée il y a 5 ans. Une cuisine désuète, une moquette qui avait connu des jours meilleurs, une salle de bain tout droit sortie d'un épisode de The Brady Bunch, mais c'était là. Nôtre et petit à petit, je l'avais retapé moi-même le week-end. J'ai arraché la moquette, posé un plancher Stratify, rénové la salle de bain avec 2 nouveaux carreaux et des luminaires, et construit une terrasse dans le jardin où nous faisions des barbecues en famille l'été. Rachel travaillait à temps partiel comme hygiéniste dentaire dans une clinique. À 10 minutes de notre maison, 3 jours par semaine, avec un horaire flexible, qui lui permettait d'être à la maison lorsque les enfants quittaient la garderie. Elle gagnait peut-être 30 000 $ par an, ce qui aidait pour la nourriture et les services publics, mais je couvrais le prêt hypothécaire, l'assurance automobile et la plupart des grosses factures. Nous nous répartissions les tâches ménagères assez équitablement. J'étais en charge du jardinage et de l'entretien des voitures. Elle était en charge des courses et de la planification des repas. Les week-ends étaient consacrés à l'entraînement de football d'Emma, aux visites au terrain de jeu avec les jumeaux et à essayer d'empêcher 3 petits humains de détruire la maison. Une existence de père de banlieue standard que j'adorais honnêtement. L'entraînement de football était ma partie préférée de la semaine. Regardez Emma courir sur le terrain avec ses coéquipières, l'encourager depuis le bord du terrain avec les autres parents, et manger une glace après. Des choses simples qui donnaient un sens à la vie. Les jumeaux étaient encore trop jeunes pour les sports organisés, mais ils se poursuivaient dans le parc pendant que je les surveillais d'un œil et regardais le match d'Emma de l'autre. Mon meilleur ami Tyler me connaît depuis l'université. Le gars travaille dans l'informatique pour une compagnie d'assurance, il n'a pas de filtre et dit les choses exactement comme il les voit. Il venait presque tous les vendredis pour le dîner, m'aidait à faire griller des hamburgers et nous traînions pendant que les enfants couraient dans le jardin. Tyler était le genre d'ami qui se présentait avec des outils quand vous mentionniez un projet, pas avec des excuses.
Quand je construisais la terrasse, il a passé 3 week-ends à m'aider à mesurer, couper et visser les planches ensemble. Il n'a jamais rien demandé en retour, sauf peut-être un pack de 6 bières plus tard. Tyler avait traversé son propre désastre romantique quelques années plus tôt. Son ex-fiancée avait vidé leur compte commun et déménagé à travers le pays avec un gars qu'elle avait rencontré en ligne. Il a appris à ses dépens comment se protéger légalement et financièrement. Cette expérience l'a rendu assez cynique en matière de relations, mais elle lui a aussi donné une perspective que j'allais apprécier pendant ma propre crise. Le cauchemar a commencé le printemps dernier lorsque la sœur jumelle de Rachel, Nicole, a lâché une bombe. Nicole et son mari Brandon essayaient d'avoir des enfants depuis des années. Plusieurs cycles de fécondation in vitro, des dizaines de milliers de dollars en frais médicaux, et rien ne fonctionnait. Son médecin a suggéré la gestation pour autrui comme prochaine option. L'explication médicale était quelque chose à propos de l'utérus de Nicole ayant du tissu cicatriciel suite à des procédures antérieures qui rendaient impossible de mener une grossesse à terme, mais ses ovules étaient toujours viables. C'est là que Rachel a décidé qu'elle serait la mère porteuse. Elle ne m'a pas posé la question, elle n'en a pas discuté comme le font les couples. Décidé, au passé, déjà engagé avant même que je sache ce qui se passait. Je suis rentré à la maison un jeudi après-midi de mars, épuisé après avoir géré un envoi qui avait été expédié dans le mauvais état. Le client était furieux. Mon patron me mettait la pression et j'avais passé 4 heures au téléphone à coordonner une correction qui allait nous coûter une fortune en frais d'expédition express. Rachel était sur le canapé, regardant son téléphone. Les enfants avaient déjà mangé et regardé des dessins animés dans le salon. J'ai pris un reste de pain de viande dans le réfrigérateur et je me suis assis à côté d'elle. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, levant à peine les yeux de son écran. « Longue. J'ai dû détourner un camion entier de mobilier de bureau. Parce que quelqu'un avait interverti 2 chiffres dans le code postal. Le client menace d'annuler son compte. » Je pris une bouchée du pain de viande. Froid. « Et la tienne ?» Elle posa son téléphone avec une étrange expression. Mi-nerveuse, mi-défiante. Le même air qu'elle avait quand elle m'avait dit qu'elle avait acheté un sac à $400 sans m'en parler avant. En fait, il y a quelque chose que je dois te dire. Le ton de sa voix me fit tomber l'estomac. Cette combinaison particulière de mots ne mène jamais à rien de bon. La dernière fois qu'elle avait utilisé cette phrase, c'était pour m'informer qu'elle nous avait engagés à organiser Thanksgiving pour les 2 familles sans me demander mon avis. Nicole et Brandon m'ont demandé d'être leur mère porteuse, dit-elle. Rapidement, comme pour arracher un pansement. Et je leur ai dit oui. J'arrêtai de mâcher et posai ma fourchette. Tu as dit oui à porter le bébé. D'un autre homme? L'embryon de Brandon, l'ovule de Nicole. Techniquement, c'est leur bébé. Je suis juste le transporteur. Et avant que tu ne t'inquiètes, j'ai déjà commencé les examens médicaux. J'ai eu mon premier rendez-vous la semaine dernière. Mon cerveau eut besoin d'une seconde pour assimiler ce que j'entendais. Tu as déjà commencé? Quand exactement comptais-tu en discuter avec moi? Elle croisa les bras. Défensivement. J'en discute maintenant. Tu ne me tiens pas informé. C'est différent. Je posai mon assiette sur la table basse, soudainement plus fin. Rachel, ce n'est pas comme une nouvelle coupe de cheveux ou l'achat de nouvelles chaussures. C'est un engagement de 9 mois qui affecte toute notre famille. C'est mon corps, Noah. Mon choix. Nicole est ma sœur jumelle. Elle est dévastée depuis des années à voir tout le monde avoir des enfants alors qu'elle ne le peut pas. Je peux l'aider. Je peux lui donner la seule chose qu'elle désire le plus au monde en portant le bébé de son mari. Entends-tu à quel point cela semble fou? Ses yeux brillèrent de colère. Ce n'est pas fou.
Cela s'appelle la compassion. Quelque chose dont tu ne sembles pas avoir beaucoup. Cela me blessa. La compassion aurait signifié m'impliquer dans cette décision avant que tu ne prennes rendez-vous dans des cliniques de fertilité et que tu ne commences des tests médicaux derrière mon dos. Je savais que tu réagirais comme ça. C'est exactement pourquoi j'ai attendu. Tu deviens tellement contrôlant à propos de tout. Je ne peux prendre aucune décision sans que tu ne la refuses ou que tu n'en fasses un énorme problème. Contrôlant. Je suis contrôlant parce que je veux être consulté sur la grossesse de ma femme avec le bébé d'une autre personne. C'est un niveau très bas pour être un contrôlant. Rachel se leva, les poings serrés. Tu es égoïste. Nicole est ma famille. C'est ma jumelle. Sais-tu ce que c'est de voir ta sœur jumelle s'effondrer chaque fois qu'un autre test de grossesse revient négatif? De la voir sangloter au fait prénatal? Elle a besoin de moi, Noah, et je vais l'aider, que tu le veuilles ou non. Et moi, je suis ton mari, le père de tes 3 vrais enfants. Ça ne compte pour rien. Bien sûr que si, mais ça ne change rien entre nous. Je ne vais pas avoir le bébé de Brandon dans un sens réel. Je les aide juste à créer leur famille. C'est complètement indépendant de notre relation. Je me levai aussi, essayant de maintenir ma voix basse pour que les enfants ne nous entendent pas nous disputer dans la pièce voisine. Tu veux passer 9 mois enceinte de l'enfant d'un autre homme sous notre toit, en utilisant notre assurance, et tu penses que ça ne changera rien? Tu es folle. Arrête d'être si dramatique. C'est 9 mois. Ensuite, je remettrai le bébé à Nicole et Brandon. C'est simple. Les femmes font ça tout le temps. Il n'y a rien de simple là-dedans, Rachel. Et le fait que tu ne puisses pas le voir, le fait que tu aies pris cette décision sans même m'en parler d'abord me terrifie. Qu'est-ce que tu vas décider d'autre unilatéralement? Tu vas quitter ton travail sans me le dire? Déménager à l'autre bout du pays? Qu'est-ce qui suit? Elle attrapa son téléphone sur le canapé, mettant clairement fin à la conversation. Eh bien, ça va arriver, que tu le veuilles ou non. Le transfert d'embryon est prévu pour le mois prochain, le 15 avril. J'ai déjà signé tous les papiers. Le mois prochain, depuis combien de temps planifies-tu ça? Environ 6 semaines. Nicole et moi avons parlé en détail avec la clinique en février. Brandon a dû faire sa part, évidemment en fournissant l'échantillon, et ils m'ont préparé pour le transfert. J'ai pris des hormones pour synchroniser mon cycle avec le calendrier de l'embryon. Brandon a dû faire sa part, répétai-je d'une voix neutre et froide. Excellent. Donc ma femme et le mari de sa sœur ont eu des conversations détaillées sur la création d'un bébé ensemble, des procédures médicales impliquant sa contribution, et je ne le découvre que maintenant. C'est complètement normal et tout va bien. Tu déformes ça en quelque chose de dégoûtant alors que ce n'est pas le cas. Nous parlons de procédures médicales, pas de ce que tu insinues. Tout est fait en laboratoire. Pour l'amour de Dieu. Je me fiche des termes cliniques que tu utilises ou de l'endroit où cela se passe. Tu as pris une décision qui impacte notre mariage, notre famille, nos finances, tout sans m'inclure. C'est une trahison, Rachel. Claire et simple. Elle se dirigea vers les escaliers, planifiant clairement de mettre fin à la dispute en quittant la pièce. Je vais aller voir les enfants. Fais-moi savoir quand tu seras prêt à me soutenir au lieu d'être hostile. Cela me laissa là, le cœur battant, essayant de comprendre comment mon mariage s'était effondré en l'espace de 10 minutes. Je pouvais l'entendre à l'étage, aidant les enfants à se préparer pour le lit. Avec sa voix joyeuse et normale. Comme si nous n'avions pas eu une dispute nucléaire, comme si rien n'allait mal. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à regarder le plafond pendant que Rachel ronflait paisiblement à côté de moi, apparemment insensible à la bombe que je venais de laisser tomber. Vers 3 heures du matin,
j'ai abandonné et je suis allé dans le salon, où je me suis assis dans l'obscurité, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Ma femme allait porter le bébé de son beau-frère. Elle avait décidé cela sans moi. Elle avait signé les papiers, commencé les traitements médicaux, et n'y voyait rien de mal. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi j'étais en colère. Le lendemain matin, j'ai appelé Tyler de ma voiture avant de me rendre au travail. J'ai besoin de parler. Es-tu libre pour le déjeuner? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air terrible. Rachel va être mère porteuse. Pour Nicole et Brandon. Un long silence à l'autre bout du fil. Répète ça. Tu m'as bien entendu? Elle a déjà commencé le processus médical. Elle me l'a dit hier soir comme si elle annonçait qu'on allait manger des pâtes pour le dîner. Mec, je ne sais même pas quoi dire à ça. Elle a simplement décidé ça toute seule, signé des contrats, fait des tests médicaux, programmé le transfert d'embryon, tout ça sans me dire un mot avant qu'il ne soit trop tard pour l'arrêter. Nous nous sommes rencontrés dans une sandwicherie près de mon bureau. Un endroit local où il connaissait ma commande habituelle. J'ai expliqué toute l'histoire pendant que Tyler écoutait avec une expression qui devenait de plus en plus horrifié à chaque détail que je partageais. Alors, laisse-moi m'assurer que je comprends, dit-il quand j'eus fini, posant son sandwich. Ta femme va tomber enceinte du bébé de Brandon. Elle va être dans ta maison pendant 9 mois, élevant tes enfants. Et elle a pris cette décision sans te demander ton avis en premier. Ce n'est pas que je n'ai pas demandé. Elle ne t'a littéralement pas inclus dans la conversation du tout. En gros. Et quand tu as objecté, elle a dit, quoi? Tant pis. Ça va arriver quand même. Elle a dit que c'était son corps et son choix, que j'étais égoïste de ne pas soutenir sa sœur, que j'étais contrôlant de vouloir être consulté sur les décisions importantes de la vie. Tyler se pencha en arrière sur sa chaise, secouant lentement la tête. Mec, c'est au-delà du mal. Je veux dire, la gestation pour autrui est une chose. Les couples décident de le faire ensemble. Ils le planifient, ils s'assurent que tout le monde est sur la même longueur d'onde, mais ça, c'est elle qui te traite comme si tu n'existais pas. Comme si ton opinion était complètement insignifiante. C'est exactement ce que j'ai ressenti, ai-je admis, comme si j'étais juste un meuble dans sa vie, quelque chose qu'elle évite plutôt que d'intégrer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je m'étais posé la même question toute la nuit. Je ne sais toujours pas, mais je ne peux pas simplement accepter cela. Elle m'a en gros dit que mon opinion n'avait pas d'importance dans notre propre mariage. Tu dois te protéger légalement, mec. Sérieusement, si elle est allée si loin en prenant de si grandes décisions sans toi, qui sait de quoi elle est capable? D'autres? Et si elle signait des documents financiers en ton nom? Et si toute cette histoire de gestation pour autrui s'accompagnait de coups dont tu ne sais rien? Ce conseil m'est resté en tête. Tyler avait raison. Si Rachel pouvait prendre une décision aussi importante sans mon avis, quelles autres limites était-elle prête à franchir? Quels autres engagements avait-elle pris dont j'ignorais l'existence? Les semaines suivantes furent tendues. Rachel commença des injections hormonales quotidiennes pour préparer son corps au transfert d'embryon. Elle laissait les seringues et les flacons de médicaments sur le comptoir de la salle de bain comme s'il s'agissait de vitamines. Complètement insouciante de toute cette affaire. Je rentrais à la maison pour la trouver en train de regarder des vidéos YouTube sur la gestation pour autrui, de lire des forums où des femmes partageaient leurs expériences, et de parler au téléphone avec Nicole. Des symptômes de grossesse et des dates d'accouchement. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois. Chaque conversation se terminait de la même manière. Elle insistait sur le fait que cela allait arriver, et moi. J'étais insensible et contrôlant. Rachel, s'il te plaît, arrête-toi une seconde et pense à ce que cela nous fait, à notre mariage. Ce que cela fait.
C'est me montrer qui tu es vraiment. Ma sœur a besoin d'aide, une aide réelle et significative que je peux lui apporter. Et tu transformes ça en une question d'ego, en un besoin de contrôler tout ce que je fais. Cela n'a rien à voir avec l'ego ou le contrôle. Cela a tout à voir avec toi qui prends des décisions unilatérales concernant notre mariage. Avec toi qui me traite comme si je n'avais aucune importance. Je ne vais plus discuter de cela. Le transfert est la semaine prochaine. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas, mais je vais de l'avant. Nicole, tu peux compter sur moi. Je ne te laisserai pas tomber parce que tu ne peux pas gérer 9 mois de grossesse. Ce n'est pas la grossesse que je ne peux pas gérer. C'est la trahison. Tu choisis ta sœur plutôt que ton mari, rit-elle amèrement. Maintenant, tu es ridicule. Je ne choisis personne au détriment de quelqu'un d'autre. J'aide ma famille. Si tu ne vois pas la différence, c'est ton problème, pas le mien. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'ai appelé un avocat spécialisé en divorce. L'avocate, Angela, m'avait été recommandée par un collègue qui avait traversé une séparation difficile 2 ans auparavant. Son bureau se trouvait dans un immeuble professionnel du centre-ville. Rien d'extravagant, mais propre et organisé. Elle écouta ma situation sans jugement, prenant des notes dans un cahier juridique tandis que j'expliquais la décision de gestation pour autrui, le refus de Rachel de me consulter, et la distance grandissante entre nous. « Votre femme travaille-t-elle » demanda Angela quand j'eus fini. « À temps partiel comme hygiéniste dentaire. Elle rapporte peut-être 25 000 $ par an. Je couvre environ 70% de nos dépenses ménagères. Prêts hypothécaires, services publics, assurance auto, toutes les grosses dépenses. Et elle dépense des fonds matrimoniaux pour ce processus de gestation pour autrui. Je suppose. Les frais médicaux ne doivent pas être bon marché. Traitement de fertilité, médicaments, visite chez le médecin, tout cela coûte de l'argent. Je ne connais pas les chiffres exacts parce qu'elle ne me l'a pas dit, mais j'estimerais à des milliers de $. Angela prit plus de notes. A-t-elle signé quelque chose qui vous lie financièrement à cet arrangement? Des contrats. Avec la clinique ou avec sa sœur et son beau-frère? Pas à ma connaissance. Mais honnêtement, à ce stade, je ne la douterai pas. Elle a accès à tous nos comptes, elle connaît tous mes mots de passe. Elle aurait pu signer quelque chose en mon nom, et je ne le saurais pas avant qu'une facture n'arrive. Vous devez vérifier cela immédiatement. Si elle a falsifié des documents légaux, si elle vous a engagé financièrement dans cette gestation pour autrui sans votre connaissance, c'est une fraude. Une fraude grave qui pourrait très bien jouer en votre faveur dans la procédure de divorce. Pensez-vous vraiment qu'elle ira jusqu'au divorce? Angela posa son stylo et me regarda directement. Monsieur Harper, votre femme a pris une décision qui change fondamentalement la nature de votre mariage sans vous consulter. Elle refuse de revenir sur sa décision malgré vos objections. Elle vous traite comme si votre opinion était sans importance. Au cours de mes 20 années de pratique du droit de la famille, j'ai déjà vu ce schéma. Le manque de respect. Les décisions unilatérales, ça ne s'arrange pas. Ça empire. Je suis rentré chez moi cette nuit-là et j'ai commencé à fouiller dans nos dossiers. Rachel était chez Nicole pour une sorte de session de planification de la gestation pour autrui, discutant des couleurs de la chambre d'enfant et des idées de baby shower, complètement inconsciente de ce que j'étais sur le point de découvrir. J'ai trouvé le contrat de gestation pour autrui dans le tiroir du bureau de Rachel, enfoui sous de vieux relevés bancaires et dossiers médicaux. Le contrat était avec une clinique de fertilité à environ 40 minutes de là. Je l'ai lu attentivement, de plus en plus en colère à chaque page. La clinique exigeait le consentement des 2 conjoints pour les arrangements de gestation pour autrui. C'était logique. Ils ne voulaient pas de complications juridiques.
Si le mari s'opposait après coup. À la fin, il y avait une page de signature où Rachel et moi étions censés signer, reconnaissant que nous comprenions les risques médicaux, les responsabilités financières et les implications juridiques. La signature de Rachel était là, dans son écriture cursive, et à côté, ma signature, une version de mon nom qui semblait suffisamment similaire pour passer un coup d'œil rapide, mais qui n'était certainement pas la mienne. L'inclinaison était mauvaise. La boucle du H était à l'envers. De petits détails qui prouvaient que Rachel avait falsifié ma signature sur des documents légaux. Elle avait commis une fraude, une véritable fraude criminelle. J'ai tout photographié avec mon téléphone, plusieurs angles, des clichés nets des deux signatures, des photos de l'intégralité du contrat, et je les ai envoyés par email à Angela avec l'objet. J'ai trouvé la preuve. Ensuite, je suis retourné pour tout remettre exactement comme je l'avais trouvé. Rachel ne devait pas encore savoir que j'avais découvert cela, pas avant que ma stratégie juridique ne soit prête. Angela m'a appelé le lendemain matin. C'est une fraude classique. Elle a falsifié votre signature sur un contrat contraignant qui crée d'importantes obligations financières et légales, combinées à son refus de vous consulter, ses prises de décision unilatérales et son rejet de vos préoccupations. Vous avez un dossier très solide. Que dois-je faire maintenant? Documentez tout. Chaque conversation que vous avez avec elle, enregistrez-la. Si votre État autorise le consentement d'une seule partie, enregistrez-la. Chaque dépense qu'elle engage liée à cette gestation pour autrui, documentez-la. Chaque rendez-vous chez le médecin, chaque achat de prescription, chaque conversation avec la clinique. Gardez des dossiers détaillés. Plus vous avez de preuves qu'elle prend des décisions unilatérales et dépense des fonds matrimoniaux sans autorisation, plus votre dossier sera solide. Rachel a commencé à documenter chaque conversation. J'ai tenu un cahier au jeu. Notais les dates, les heures et les résumés de ce qui avait été discuté. J'ai commencé à vérifier nos relevés de carte de crédit quotidiennement, notant chaque dépense liée au traitement de fertilité et aux médicaments, et j'ai créé un dossier sur mon ordinateur avec toutes les preuves, le contrat falsifié, les relevés financiers, les messages textos. Rachel a ignoré mes préoccupations. Le transfert d'embryon a eu lieu le jeudi suivant, le 15 avril, exactement comme elle l'avait prévu. Rachel est rentrée à la maison ce soir-là, rayonnante d'excitation, sautillant presque en franchissant la porte. Elle avait pris son jour de congé pour la procédurer. Avait passé la majeure partie de son temps à la clinique avec Nicole et Brandon. Elle rassembla les enfants dans le salon et annonça joyeusement que le bébé de tante Nicole allait grandir dans le ventre de maman pendant un certain temps. Notre fille de 5 ans, Emma, sembla confuse et demanda « Pourquoi ?» Parce que le ventre de tante Nicole ne fonctionne pas très bien, alors maman l'aide. Ce n'est pas sympa. Oh, d'accord. Emma retourna jouer avec ses blocs, inconsciente du drame adulte qui se déroulait autour d'elle. Les enfants ont ce don. Ils peuvent traiter des informations étranges et simplement passer à autre chose dans leur vie. Les jumeaux étaient trop jeunes pour comprendre quoi que ce soit, sauf que maman semblait heureuse, alors ils applaudirent et retournèrent à leur camion. J'ai observé cette scène depuis l'encadrement de la cuisine, ne ressentant absolument rien. Tout l'amour que j'avais jamais eu pour Rachel s'était évaporé. Au moment où j'avais trouvé cette signature falsifiée, elle avait franchi une ligne si fondamentale qu'il n'y avait plus de retour possible. Elle avait commis une fraude, trahi ma confiance, et annonçait maintenant fièrement le résultat à nos enfants. 2 semaines plus tard, Rachel a fait un test de grossesse. Positif, me dit-elle avec ce sourire plein d'attente, comme si je devais célébrer. Nous étions dans la cuisine un samedi matin. Les enfants regardaient des dessins animés dans le salon. Elle a sorti le test de grossesse de sa poche, un de ses
Test numérique qui dit littéralement « enceinte » à l'écran, et la brandit. Comme si elle avait gagné un prix. Ça a marché. Je suis enceinte. Tant mieux pour toi. Son sourire s'évanouit. Instantanément. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux? Que je dise, Rachel? Félicitations pour être tombée enceinte du bébé de ton beau-frère après avoir falsifié ma signature sur des documents légaux. Son visage devint blanc. Il perdit vraiment toute couleur. De quoi parles-tu? Je sortis mon téléphone, ouvris les photos, et lui montrai la capture d'écran du contrat avec les signatures falsifiées côte à côte. Cette signature, celle que je n'ai pas écrite, celle qui me lie légalement et financièrement à un accord de gestation pour autrui auquel je n'ai jamais consenti. C'est de la fraude, Rachel, une véritable fraude criminelle. Noah. Je peux t'expliquer? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà parlé à mon avocat. Je vais demander le divorce. Elle m'attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant assez fort pour me faire mal. Tu ne peux pas être sérieux. À cause de ça? À cause de toi, de me mentir systématiquement, de prendre des décisions massives sans mon avis, de falsifier des documents légaux en mon nom. Et de commettre une fraude. Oui, je suis sérieux, complètement. Sérieusement? Mais je suis enceinte. Tu ne peux pas me quitter maintenant. Quel genre de personne quitte sa femme enceinte? Je retirai mon bras de son emprise. Ce n'est pas mon bébé, ce n'est pas mon problème. Tu l'as très clairement fait. Comprendre lorsque tu as décidé de l'avoir sans mon consentement. Elle a commencé à pleurer. De gros sanglots dramatiques qui auraient probablement fonctionné sur moi il y a un mois, mais maintenant rien. Je me sentais juste vide en la regardant agir. S'il te plaît, Noah, ne fais pas ça. J'ai fait une erreur. D'accord. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'aurais dû t'impliquer davantage. Mais je suis en train de réparer ça maintenant. Pouvons-nous nous en sortir? Non, nous ne le pouvons pas. On ne répare pas la trahison et la fraude en s'excusant après l'avoir fait. On les répare en ne les faisant pas en premier lieu. Alors c'est ça. 6 ans de mariage, 3 enfants, et tu jettes tout ça parce que j'aide ma sœur. Je jette tout ça parce que tu m'as trahi. Parce que tu m'as montré que mon opinion, mon consentement, mes sentiments, rien de tout cela ne compte pour toi. Tu feras ce que tu veux et tu attendras de moi. J'ai simplement accepté. Elle tenta de me toucher à nouveau, mais je reculai. Ne fais rien. C'est fini. Rachel, emporte tes affaires dans la chambre d'amis. Je déposerai la demande demain. Les 3 mois suivants furent brutaux. Rachel déménagea dans la chambre d'amis, emportant ses affaires par étapes. La maison devint ce territoire étrange et divisé. J'avais la chambre principale et mon bureau. Elle avait la chambre d'amis et la salle de bain des enfants. Nous nous croisions dans les couloirs comme des étrangers, ne parlant que si c'était absolument nécessaire. J'ai déposé le divorce lundi matin. Angela a remis les papiers avec toutes les preuves que nous avions recueillies, le contrat falsifié, les relevés financiers montrant les dépenses unilatérales de Rachel, les conversations documentées où elle avait ignoré mes préoccupations et refusé de reconsidérer sa décision. J'ai immédiatement séparé nos finances, appelé la banque et gelé nos comptes joints. J'ai ouvert de nouveaux comptes courants et d'épargne à mon nom uniquement. J'ai transféré toutes mes fiches de paie sur les nouveaux comptes. J'ai changé tous mes mots de passe sur chaque compte, email, banque, assurance, service public, tout. J'ai obtenu de nouvelles cartes de crédit qui n'avaient que mon nom dessus. Angela m'avait conseillé de prendre les devants. Votre femme va jouer la victime, une femme enceinte abandonnée par un mari sans cœur. Vous devez tout documenter pour montrer la vraie histoire, qu'elle a détruit votre mariage par la trahison et la fraude, et que vous ne faites que vous protéger.
Rachel a immédiatement tenté de jouer la victime, racontant à sa famille que je l'abandonnais alors qu'elle était enceinte, omettant opportunément la partie où elle était tombée enceinte du bébé d'un autre sang. Mon consentement et où elle avait falsifié ma signature sur des documents légaux. Nicole m'a appelé 2 jours après que j'ai déposé la requête, sa voix aiguë de colère. Comment peux-tu faire ça à Rachel? Elle porte mon bébé par amour. Sacrifiant son corps pour aider sa sœur, et tu divorces d'elle? Quel genre d'homme fait ça? Nicole, je suis sincèrement content que ta sœur t'aide. J'espère que tu auras un bébé en bonne santé et que tout se passera bien. Mais elle a détruit notre mariage pour le faire. Elle a fait des choix qui ont mis fin à notre relation. C'est sa faute, pas la mienne. Tu n'as pas de cœur. Elle a besoin de soutien en ce moment. Le premier trimestre est le plus difficile, et tu lui infliges ce stress. Sais-tu ce que le stress peut faire à une grossesse? Alors, toi et Brandon pouvez la soutenir. J'en ai fini. Nous essayons, mais elle a besoin de son mari. Tu as fait des vœux, Noah, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé. Ou est-ce que cela ne signifie rien pour toi? Il signifiait tout? Jusqu'au moment où elle m'a montré qu'il ne signifiait rien pour elle. Demandez à Rachel la signature falsifiée un jour. Demandez-lui d'avoir pris des décisions importantes dans la vie sans son mari, puis demandez-vous qui a rompu les vœux en premier. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Brandon a essayé aussi, se présentant à ma maison un samedi après-midi quand j'avais les enfants. Il a frappé, et j'ai ouvert la porte pour le trouver debout là, l'air mal à l'aise. Nous devons parler, dit-il, essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait clairement pas. Non, non. C'est vrai. Rachel traverse un enfer à cause de toi. Le stress, les hormones, essayer de trouver où elle va vivre, c'est trop. Le stress n'est pas bon pour le bébé. Encore une fois, ce n'est pas mon bébé. Ce n'est pas mon problème. Elle a pris sa décision, maintenant elle vit avec. Vas-tu vraiment laisser ta fierté détruire ta famille? Tes enfants ont besoin de leur mère et de leur père ensemble. Ma fierté, j'ai failli rire. Votre femme a demandé à la mienne d'avoir votre bébé. Rachel a dit oui sans me demander. Puis il a falsifié ma signature sur des documents légaux pour que cela se produise. Mais bien sûr, appelons cela de la fierté. Elle n'a falsifié la signature que parce qu'elle savait que vous seriez déraisonnable à ce sujet. Donc la fraude est justifiée tant que vous pensez que l'autre personne pourrait s'y opposer. C'est votre défense. Il ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma en réalisant à quel point son argument semblait stupide. Parle-lui juste, s'il te plaît. Ça s'effondre. Ce n'est plus mon problème. Toi et Nicole vouliez ce bébé, maintenant vous l'avez. Félicitations. Il partit sans dire un mot de plus, retournant à sa voiture les épaules affaissées. Au fur et à mesure que la grossesse progressait, la réalité commença à se faire jour pour tout le monde. Rachel était ruinée. Mes revenus finançaient environ 70% de son mode de vie, et elle ne pouvait pas vivre avec l'argent d'une hygiéniste dentaire. J'avais supposé qu'elle accepterait simplement la situation et continuerait à tout payer. Erreur. Nicole et Brandon n'étaient pas aussi financièrement stables qu'ils l'avaient prétendu non plus. Il s'avère que des années de fécondation in vitro ratées avaient complètement épuisé leurs économies. Ils avaient épuisé leur carte de crédit, emprunté de l'argent aux parents de Brandon, et arrivaient à peine à joindre les deux bouts. Ils ne pouvaient pas se permettre de soutenir financièrement Rachel pendant sa grossesse. Rachel a commencé à me texter constamment depuis différents numéros, car j'avais bloqué le sien. Peux-tu au moins m'aider avec les factures médicales? Mon assurance ne couvre pas tout. Les enfants ont besoin de nouveaux vêtements pour l'école. Peux-tu envoyer de l'argent? Je vis avec des cartes de crédit.
Noah. S'il te plaît. Je n'ai pas assez d'argent pour la nourriture. Les vitamines de grossesse coûtent cher. Peux-tu m'aider? J'ai répondu une fois. Tu as pris une décision. Lydia en subit les conséquences. Après cela, j'ai bloqué tous les numéros d'où il m'envoyait des SMS et j'ai mis en place une application de coparentalité qu'Angela avait recommandée. L'application permettait de communiquer sur les enfants, les horaires, les rendez-vous médicaux, les questions scolaires, mais rien d'autre. Tout message concernant l'argent ou des affaires personnelles était ignoré. Tyler est venu un soir pendant que je rangeais les dernières affaires de Rachel. Elle avait emporté la plupart de ses affaires chez sa mère, mais il restait encore des cartons de livres, de décorations et d'ustensiles de cuisine qu'elle n'avait pas eu le temps de récupérer. « Comment gères-tu ça » demanda-t-il. Attrapant une boîte et commençant à la remplir avec les coussins décoratifs que Rachel avait insisté pour que nous ayons sur le canapé. Mieux que prévu. La maison est plus calme sans elle ici, en paix. Je vois les enfants tous les 2 week-ends selon l'accord de garde temporaire qui vient d'être approuvé. S'adapte-t-il bien? Emma a posé quelques questions. Mais la plupart du temps, ils acceptent juste que maman et papa vivent maintenant dans des endroits différents. Il scella une boîte pleine avec du ruban adhésif et en attrapa une autre. Nicole et Brandon font leur truc de soutien familial. D'après ce que j'entends, ils ont à peine de quoi s'en sortir seuls. Il s'avère qu'avoir un bébé par mère porteuse coûte cher. Tous ces frais médicaux, les soins prénataux, la préparation de l'accouchement, tout s'additionne rapidement. Qui l'aurait cru? Alors Rachel a gardé toutes les factures. Oui, elle a fait un mauvais pari. Elle pensait que sa sœur et Brandon s'occuperaient de tout, que je finirais par céder et être le bon mari. Je me suis trompé sur les 2 points. Froid, peut-être, mais elle a détruit notre mariage. Je l'avais prévenue que cela arriverait. Elle ne m'a pas cru. Maintenant, elle sait. La grossesse a continué. Rachel m'envoyait des photos d'échographie via l'application de coparentalité. Comme si je m'en souciais. Je les supprimais sans les regarder. Elle essayait de faire en sorte que notre fille de 5 ans me fasse culpabiliser lors des visites de garde. Papa, pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Maman pleure. Beaucoup. Je me suis agenouillé à la hauteur d'Emma, m'assurant d'avoir toute son attention. Parfois, les adultes prennent des décisions qui changent les choses. Maman a pris une décision que je ne pouvais pas soutenir, mais je t'aime toujours très fort et cela ne changera jamais. Toi, Jacques et Lucas, vous êtes mon monde entier. Cela n'a rien à voir avec vous. Emma sembla satisfaite de cette réponse et retourna jouer avec ses poupées. Les enfants sont résilients, plus résilients que les adultes ne le croient. À 6 mois de grossesse, Rachel rencontrait clairement des difficultés. Je l'ai vue lors d'un échange de garde un dimanche après-midi, arrivant au point de rendez-vous désigné, un parking à mi-chemin entre nos maisons. Elle avait l'air épuisée, ruinée et désespérée. Nicole était avec elle sur le siège passager. Apparemment, elle avait emménagé avec Rachel, car aucune des deux ne pouvait se permettre le loyer séparément. Noah, dit Rachel alors que je transférais les sacs de voyage des enfants de sa voiture à la mienne. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Seulement 5 minutes. Nous pouvons discuter via l'application pour les enfants, rien de plus. Je vous en supplie. J'ai fait une erreur. Je le vois maintenant, mais je suis enceinte de 7 mois et je suis en train de craquer. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Nicole est sortie de la voiture, se positionnant entre Rachel et moi comme une sorte de barrière protectrice. Elle porte mon bébé. Le moins que tu puisses faire, c'est faire preuve de compassion. Sais-tu à quel point la grossesse est difficile? Les nausées matinales, l'épuisement, les rendez-vous chez le médecin,
le moins que je puisse faire. J'ai failli rire de l'absurdité. J'ai fait exactement ce qu'on m'a demandé de faire, ne pas m'en mêler. Vous deux vouliez que je sorte du tableau pour que Rachel puisse se concentrer sur l'aide à sa sœur. Alors je suis parti. Je me suis retiré complètement. Maintenant, vous êtes surpris qu'il y ait des conséquences. Rachel a commencé à pleurer, s'appuyant contre sa voiture pour se soutenir. Je n'ai jamais voulu que tu partes. Je voulais juste aider ma sœur. Je pensais que tu finirais par comprendre. Je pensais que nous nous en sortirions ensemble, me mentir, falsifier des documents, tomber enceinte du bébé de son mari sans mon consentement. C'est ta version d'être ensemble. Le visage de Nicole devint rouge de colère. Tu es cruel. Elle est enceinte de 7 mois, ruinée et terrifiée. Et tu restes là à faire comme si elle le méritait. Elle le mérite amplement. Elle a fait des choix d'adulte avec des conséquences d'adulte. Je l'avais prévenu que cela détruirait notre mariage. Elle l'a fait quand même. Maintenant, elle vit avec la réalité de ses choix. J'ai fini de charger les sacs des enfants dans ma voiture. J'ai aidé Emma et les jumeaux à s'installer dans leur siège auto. Rachel pleurait toujours. Nicole me fixait toujours du regard, comme si j'étais le méchant de cette histoire. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, les laissant là, sur le parking. La procédure de divorce a avancé régulièrement. Angela a présenté notre dossier avec une précision militaire, le calendrier de la décision de Rachel, la signature falsifiée, les dépenses unilatérales de fonds matrimoniaux. Le refus documenté de prendre en compte mes préoccupations. L'avocat de Rachel a tenté de faire appel à la compassion. Une pauvre femme. Enceinte abandonnée par un mari cruel. Regardez-la lutter. Regardez à quel point il est impitoyable. Elle porte le bébé de sa sœur par amour, et il la punit pour cela. Le juge ne l'a pas cru. La juge Patricia Morrison avait la soixantaine. Était en poste depuis 20 ans, et avait vu toutes les tactiques de divorce imaginables. Elle a examiné tous les documents déposés par Angela, a écouté les deux avocats présenter leurs arguments, et a posé des questions pointues qui ont fait frissonner l'avocat de Rachel. Madame Harper, a dit la juge Morrison. Regardant directement Rachel, vous avez pris une décision unilatérale qui a fondamentalement modifié la nature de votre mariage. N'est-ce pas? J'essayais d'aider ma sœur, balbutia Rachel. Elle essayait d'avoir un bébé depuis des années et je pensais. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. A-t-elle pris cette décision sans consulter son mari? Oui, mais il a falsifié sa signature sur un contrat légal qui le liait financièrement à cet accord. L'avocat de Rachel intervint. Votre honneur, ma cliente était sous une grande détresse émotionnelle. Les problèmes d'infertilité de sa sœur avaient été, la détresse émotionnelle ne justifie pas la fraude, avocat. La voix de la juge Morrison était emphatique. Madame Harper a commis une fraude en falsifiant la signature de son mari, a dépensé des fonds matrimoniaux sans autorisation, et a montré un mépris total pour sa relation conjugale. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un agissant de bonne foi. La décision du juge fut exhaustive. Divorce prononcé. J'ai obtenu la garde physique principale de nos 3 enfants, et Rachel s'est vue accorder un droit de visite supervisé. Jusqu'à ce qu'elle puisse prouver qu'elle avait un logement et un revenu stable. Elle a été condamnée à rembourser les fonds du mariage qu'elle avait dépensés pour les frais médicaux de la gestation pour autrui, soit environ $8 000 selon les relevés de carte de crédit qu'Angela avait soumis. Le juge a également précisé explicitement que je n'avais aucune obligation financière ou parentale concernant le bébé né par mère porteuse. Ce n'était pas mon enfant, ce n'était pas ma responsabilité. J'étais libre. Rachel a accouché 3 semaines après que le divorce ait été prononcé fin décembre. Une petite fille en bonne santé, pleurant, de 3,2 kg,
m'a envoyé une photo via l'application de coparentalité avec le message « Belle petite fille. Nicole et Brandon sont si heureux. Je pensais que tu voudrais savoir que tout s'est bien passé. » Je n'ai pas répondu, j'ai marqué le message comme lu et je l'ai archivé. J'ai appris par des rumeurs ce qui s'est passé ensuite. Rachel a remis le bébé comme prévu. Nicole et Brandon ont ramené leur fille de l'hôpital. Et cela aurait dû être la fin heureuse que tout le monde voulait, la conclusion triomphante à des années de lutte contre l'infertilité, sauf que la réalité a frappé fort, vite et brutalement. Les nouveau-nés sont coûteux d'une manière à laquelle les gens ne pensent pas avant de l'expérimenter. Les couches, le lait maternisé, les visites interminables chez le médecin, les vêtements qui deviennent trop petits en quelques semaines. Nicole n'a pas pu travailler en raison de complications postpartum, liées à l'hypertension artérielle et au repos au lit obligatoire. Brandon a vu ses heures réduites au travail parce que son entreprise réduisait ses effectifs. Ils avaient épuisé absolument toutes leurs économies dans le processus de gestation pour autrui, les factures médicales, les frais de clinique, les dépenses liées à la grossesse de Rachel, et n'avaient plus rien pour le bébé. Ils ont commencé à demander de l'aide à Rachel, principalement pour de la garde d'enfants gratuite, mais aussi de l'argent quand ils pouvaient en obtenir. Mais Rachel travaillait maintenant à plein temps pour essayer de rembourser ses dettes et ne pouvait pas tout abandonner pour être une nounou non rémunérée. Elle avait du mal à joindre les deux bouts. Nicole commença à lui en vouloir, disant « Tu as proposé d'être notre mère porteuse. Maintenant, tu ne veux même pas aider à élever le bébé. Tu es sa tante biologique. Tu l'as porté pendant 9 mois. Comment peux-tu simplement partir? J'ai porté ton bébé pendant 9 mois, comme nous l'avions convenu. Je ne suis pas non plus ton service de babysitting gratuit. J'ai mes propres enfants à élever, des factures à payer, une vie à reconstruire. » Leur relation s'est complètement fracturée. Les sœurs jumelles, inséparables toute leur vie, ne pouvaient soudainement plus se supporter dans la même pièce. Nicole a accusé Rachel de les avoir abandonnées après avoir obtenu ce qu'elle voulait, bien que ce que Rachel aurait supposément gagné de l'arrangement restait flou. Brandon a cessé de répondre aux appels de Rachel. Pendant ce temps, Rachel était toujours fauchée, toujours en difficulté, vivant toujours chez sa mère dans une chambre d'amis avec nos enfants pendant les week-ends de visite. Son travail à temps partiel d'hygiéniste dentaire ne couvrait pas ses factures. Ses cartes de crédit étaient au maximum. Elle avait détruit son mariage, ruiné son crédit et chassé sa sœur jumelle et traumatisé ses enfants. Tout cela pour un acte désintéressé qui avait littéralement laissé toutes les personnes impliquées dans la misère. Elle a essayé de me contacter à nouveau. Quelques mois après la naissance du bébé. J'ai reçu un long email décousu via l'application de coparentalité qui violait toutes les règles de la plateforme en n'ayant rien à voir avec les enfants. Je n'ai pas besoin d'aide. Je ne peux pas continuer à faire cela seul. Je me noie dans les dettes. Ma relation avec Nicole est détruite. Les enfants te réclament constamment. S'il te plaît, pouvons-nous parler de nous réconcilier? Je sais que j'ai foiré. Je sais que j'aurais dû gérer les choses différemment. Mais je te demande. Je te supplie de me donner une autre chance. Nous étions bien ensemble. Nous pouvons être bien ensemble à nouveau, s'il te plaît. J'ai répondu une seule fois, brièvement. Tu as pris ta décision. J'ai pris la mienne. C'est fini. Concentre-toi sur le fait d'être une bonne mère pour nos enfants pendant ton temps de visite. Ne me contacte pour rien d'autre que les arrangements de garde. C'était tout.